réconcilier finances durables, performance et appétit clientèle. Un actif de score ESG élevé, conçu par des agences de notation, signifie de bonnes pratiques durables, environnementales, sociales et de gouvernance au sein de l'entreprise. Parmi les facteurs E, S et G, les facteurs environnementaux, E, font référence au comportement relatif à l'épuisement des ressources, au changement climatique, à la pollution. Les facteurs sociaux, S, sont liés à la santé, à la sécurité des employés et des clients. Les facteurs de gouvernance, G, font référence aux politiques d'entreprise en matière fiscale ou de rémunération. Un bon score ESG est donc susceptible d'attirer plus d'investisseurs, de réduire le coût du capital et d'entraîner une meilleure performance opérationnelle, contribuant ainsi à minimiser le risque de baisse de performance de l'action. Le score ESG devient alors un facteur clé dans l'allocation d'actifs. Les actifs sous gestion ESG devraient atteindre 50 trillions de dollars en 2025, soit un tiers du total mondial, dans un contexte d'appétit clientèle et d'exigences réglementaires croissants. Pourtant, la gestion de portefeuilles passives en actifs ESG sous-performe généralement les indices boursiers. Selon la littérature académique, réconcilier finances durables, performance et appétit clientèle demeure une question ouverte, sans résultats statistiques concluants. Ainsi, si un portefeuille équipondéré en actions les mieux notées en ESG fournit une performance à long terme positive, il sous-performe néanmoins sur des horizons courts, comme illustré par les nombreuses métriques de performance historiques. Une allocation d'actifs modifiée, intégrant directement les contraintes ESG, est alors nécessaire. L'innovation en gestion active de portefeuille, sous contrainte ESG, ouvre la voie pour réconcilier finances durables, performance et appétit clientèle. Une telle ambition requiert un modèle d'allocation optimale sous contrainte ESG, distinguant 3 types d'investisseurs. Les investisseurs de type U, qui ne sont pas au courant des scores ESG, cherchent à optimiser le rendement et risque du portefeuille indépendamment des scores ESG. Les investisseurs de type A n'ont pas de préférence ESG, mais utilisent les scores ESG, optimisant le rendement et le risque conditionnellement au score ESG. Les investisseurs de type M utilisent le score ESG tout en ayant des préférences pour des niveaux de score élevés. Pour chaque niveau de score ESG, le ratio de Sharpe, qui est le rendement rapporté au risque, le plus élevé est calculé, illustré par la frontière ESG-SR, où l'investisseur de type A choisit le portefeuille avec le ratio de Sharpe le plus élevé sur cette frontière ESG-SR. L'investisseur de type M, ayant une préférence pour un score ESG élevé, choisit par conséquent un portefeuille plus à droite que celui de type A. Enfin, l'investisseur de type U choisit un portefeuille ne tirant pas parti des scores ESG, donc en dessous de la frontière ESG-SR. Comme les solutions pour les investisseurs de type U et A sont connues, elles maximisent le Sharpe ratio, nous nous concentrons ici sur l'investisseur de type M, qui cherche à maximiser son utilité, croissante de l'espérance du montant de sa richesse et décroissante de sa variance. Où W et W chapeau majuscules sont les richesses initiales et finales, RF et R les rendements sans risque et du portefeuille, petit w la part de richesse investie en actifs risqués, var la variance du rendement du portefeuille conditionnellement au score ESG S, gamma l'aversion au risque de l'investisseur, enfin F sa fonction de préférence pour le score ESG moyen du portefeuille. Ainsi, si on note mu l'espérance du rendement conditionnellement au score ESG, l'utilité devient, avec grand sigma, la variance des rendements des actifs risqués conditionnellement au score ESG. Considérant que RF est constant, l'optimisation se réduit à maximiser. Or, un portefeuille optimal conditionnellement au score ESG s'obtient en maximisant le ratio de Sharpe correspondant.
En intégrant ce dernier résultat dans le programme d'optimisation, celui-ci se réécrit et est équivalent désormais à la maximisation en 2 étapes. D'abord, sélectionner le portefeuille optimal conditionnellement au risque de volatilité sigma et au score ESG S. Ensuite, maximiser en fonction des 2 paramètres sigma et S. La première étape est résolue en sélectionnant le portefeuille avec le ratio Sharpe le plus élevé pour un score ESG donné S, en optimisant par rapport au risque sigma. Suite à quoi, la solution optimale implique 2 parties additives distinctes. La première, qui dépend des caractéristiques des actifs. La seconde, qui dépend de l'aversion au risque de l'investisseur. Donc la frontière ESG-SR ci-dessus est d'abord déterminée indépendamment des préférences de l'investisseur, dont l'aversion au risque permet ensuite de se placer sur la frontière ESG-SR. Les rendements d'équilibre des actifs dépendent de l'importance relative des types A, U, M d'investisseurs au sein du marché. Et leur relation avec le score ESG peut être positive ou négative selon le signe de l'impact du score ESG sur les bénéfices futurs. Ainsi, lorsqu'il y a beaucoup d'investisseurs de type U, les prix des actifs de score ESG élevé ne sont pas surenchéris. Donc les actions à score ESG élevé offrent des rendements futurs élevés. Lorsqu'il y a beaucoup d'investisseurs de type M, qui sont prêts à accepter un rendement plus faible en contrepartie d'un score ESG plus élevé, les actifs de score ESG élevé ont alors un rendement plus faible. Enfin, lorsqu'il y a beaucoup d'investisseurs de type A, ils font d'emblée monter les prix des actions à score ESG élevé, aboutissant ainsi à un équilibre sans causalité entre score ESG et rendement. Cependant, l'application de cette théorie à la pratique est difficile, car le caractère prédictif du score ESG sur les bénéfices futurs de l'entreprise est une question empirique non encore résolue. Sans compter qu'il est en pratique impossible de mesurer l'importance relative de chaque type d'investisseur ou encore l'intensité de leur préférence pour le score ESG. C'est pourquoi la pratique de la gestion active sous contrainte ESG permet de réconcilier finances durables, performance et appétit clientèle. Ici, nous nous concentrons sur la performance annuelle, sur 2010-2019, à travers l'Europe, en utilisant l'Eurostoxx 600. Tout d'abord, toutes les hypothèses de modélisation doivent être respectées, et ce via des tests statistiques, d'autocorrélation, de normalité, d'hétéroscédasticité des rendements. Ensuite, l'allocation d'actifs optimale est construite selon un programme de Markowitz, de maximisation du rendement sous contrainte de risque, qui est cette fois-ci amélioré de la contrainte en score ESG du portefeuille, et dont le critère de risque, la volatilité, la value at risk, est lui-même également borné, en fonction de l'appétit clientèle. Ce programme amélioré offre effectivement une surperformance résiliente empirique depuis 2016. Ces travaux peuvent être encore améliorés, tant en termes d'ampleur que de durée, en étendant le périmètre des actifs, par exemple aux 80% des actifs les mieux notés en ESG contre 20% dans l'étude ci-dessus, et en introduisant des mesures ESG hybrides, combinant score ESG et indicateurs de performance financière d'entreprise. En conclusion, dans un contexte d'appétit et de réglementation ESG croissant, réconcilier finances durables, performance et appétit clientèle est un défi d'envergure, comme l'illustrent les médiocres performances de la gestion passive en actifs ESG. Néanmoins, la mise en œuvre pragmatique d'une gestion active de portefeuille sous contrainte ESG ouvre la voie pour réconcilier finances durables, performance et appétit clientèle. Au-delà des métriques de performance, le gestionnaire d'actifs doit également s'assurer que les actifs du portefeuille optimisé correspondent bien à ses attentes en termes de diversité sectorielle, de capitalisation, de liquidité.